Merci beaucoup d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Santé plurielle, nous sommes bien installés. Le professeur également est avec nous. Je salue l'équipe du jour, qui est essentiellement féminine. Clémence Cole, merci beaucoup. Aïssata Koulibaly, comment tu vas? Et moi-même, je suis Bintou Sanogo. Alors, je le disais d'entrée de jeu, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie, la Société ivoirienne de neurochirurgie, en collaboration avec l'Association ivoirienne de lutte contre l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural, Espérance Hope, le Centre Don Orion et bien d'autres ONG ont organisé des sessions d'information, de sensibilisation sur les dites maladies, ainsi qu'une session de consultation gratuite et d'intervention chirurgicale. Donc, pour ce faire, le professeur Broalé était avec nous les lundis et les mardis pour aborder d'abord le lundi l'hydrocéphalie et ensuite mardi spina bifida. Et elle est avec nous aujourd'hui pour surtout répondre aux nombreuses questions parce que après moi j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone m'ont dit mais c'est des maladies qu'on connaît, peut-être hydrocéphalie, mais spina bifida là c'est quoi encore? J'ai dit bon, le professeur a déjà expliqué, donc elle sera avec nous jeudi. C'est l'occasion de poser toutes vos questions. Professeur Broalé, bonjour. Bonjour Bintou. Encore une fois, on vous reçoit ce matin avec beaucoup de plaisir. Oui, le plaisir est partagé. D'accord. Alors, pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas, il faut dire que le professeur Broalé Espérance est maître de conférences agrégé à l'UFR des sciences médicales, Université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle est chef du service de neurochirurgie de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Elle est la présidente de la Société ivoirienne de neurochirurgie, présidente de l'ONG Espérance Hope qui lutte contre l'hydrocéphalie et le spina bifida. Alors, professeur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Lundi, vous avez parlé de l'hydrocéphalie. Le mardi, c'était spina bifida. Et surtout, vous étiez du côté de Beaunois où il y a eu les festivités marquant justement la célébration de la journée mondiale des dites maladies. Alors, avant de vous demander qu'est-ce qui s'est concrètement passé du côté de Beaunois, est-ce que pour ceux qui viennent de nous prendre en mal, vous pouvez nous dire un mot sur les deux maladies, c'est-à-dire l'hydrocéphalie et le spina bifida? Pendant ce temps, nous ouvrons déjà le téléphone, chers auditeurs. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions au professeur Broalé. Allez-y, professeur. Oui, merci Bintou. Bonjour, chers auditeurs. Effectivement, les lundis 24 et 25, il y a eu les journées mondiales du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Pour rappel, le spina bifida, c'est une malformation qui va toucher le système nerveux. Donc, la partie basse du système nerveux, notamment la moelle épinière, qu'on appelle maintenant moelle spinale. Et un défaut dans la fabrication de cette moelle va entraîner la formation d'une boule. En général, c'est une boule dans le bas du dos. D'accord. Et le problème de cette boule, c'est qu'elle va retenir les nerfs qui doivent aller aux membres inférieurs, qui doivent aller au petit bassin. Et donc, toute la partie inférieure du corps peut être paralysée. Il y a plusieurs formes. Dans certaines formes, l'enfant va quand même bouger un peu les pieds. Et dans d'autres formes, il ne bouge pas du tout les pieds, ce qui va entraîner des déformations même du pied qu'on appelle pied beau. Et le gros problème de cette malformation-là, c'est qu'il y a des troubles sphinctériens, c'est-à-dire que l'enfant ne va contrôler ni l'émission de ses selles, ni l'émission de ses urines. Donc, il fait à tout moment les selles et à tout moment les urines. C'est ça qui fait la gravité, si on veut voir, de cette malformation. En plus, donc, de la paralysie des pieds, des membres inférieurs. D'accord. Quant à l'hydrocéphalie, elle peut être également une malformation, mais elle peut être acquise aussi, c'est-à-dire on peut développer une hydrocéphalie en naissant normalement, donc après la naissance. L'hydrocéphalie, il faut savoir que dans la tête, donc à l'intérieur du cerveau et autour du cerveau, il y a un liquide qui circule, qui est le liquide cérébrospinal. Vous entendrez parfois céphalo-rachidien. Oui. Et ce liquide-là, il est formé à un endroit, donc fabriqué à un endroit, il circule de l'intérieur donc du cerveau jusqu'à l'extérieur et il se résorbe. Donc, il disparaît dans le sang. D'accord. Et quand il y a un problème, justement, sur cette circulation-là, le liquide reste dans les cavités qui sont dans la tête, qu'on appelle les ventricules, et ça commence à grossir
Et quand l'enfant est tout petit, puisque son crâne n'est pas encore bien formé, le crâne n'est pas soudé de partout, ça va entraîner le grossissement aussi de la tête. Donc, la tête va augmenter de volume. Par contre, après 2 ans, quand ça survient après 2 ans, au contraire, ça ne peut pas pousser sur le crâne et donc ça pousse directement sur le cerveau, le tissu nerveux lui-même, et ça entraîne des dégâts parfois irréversibles. Donc, l'enfant va avoir un retard dans son développement psychomoteur. D'accord, ok. Donc, de façon succincte, voici un peu le résumé des 2 émissions qu'on a eu à faire avec vous, professeur Broalé. Alors, à Beaunois, vous y étiez pour la célébration de cette journée mondiale sur 2 jours. Expliquez aux auditeurs ce qui s'est concrètement passé du côté de Beaunois, qui était concerné, combien coûtaient les consultations et également les interventions chirurgicales. Donc, nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Allons-y, professeur. Merci, Bintou. Il faut dire que le but de ces journées-là, décrétées par la Fédération internationale du spina bifida et de l'hydrocéphalie, c'est de sensibiliser. Sensibiliser les populations, l'opinion publique, les décideurs, les personnels de santé sur la réalité de ces 2 maladies-là. Et donc, il y avait tout ce monde. On avait des parents, des enfants malades, des décideurs. Dieu merci, nous avons eu pratiquement toutes les autorités de Beaunois, des autorités même hors de Beaunois, notamment le président du Sénat qui s'est fait représenter. Nous avons eu l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu vraiment des décideurs. Il y a eu également des personnels de santé. Le directeur départemental de la santé était là, le directeur général de l'hôpital de Beaunois était là avec toute une délégation de sages-femmes, de médecins, d'infirmiers. Donc vraiment, nous pensons que ce que nous devions atteindre était tout cela. Et on peut dire que nous sommes à l'heure du bilan. Et il y a eu les interventions chirurgicales, il y a eu les consultations, c'était totalement gratuit. Il y a eu la sensibilisation, donc vraiment des échanges avec les mamans, les papas, les enfants eux-mêmes, les personnels de santé, tout le personnel du centre Don Orion de Beaunois s'est vraiment mobilisé, et je salue le père directeur, le père Aka Basile, qui a vraiment donné à fond tout ce que l'hôpital peut donner pour la réussite, le centre peut donner pour la réussite de l'événement. Nous avons donc eu affaire, on peut chiffrer les participants à 300 à peu près, parce qu'il y avait beaucoup, toutes les bâches, près de 5 bâches étaient pleines. Et d'où sont venues toutes ces personnes? De partout, de partout. Principalement des alentours de Beaunois, mais de partout, d'Abidjan, Alépé, il y a même eu Mans, on a eu des gens de Boisflé, d'Ivo, Tiasalé, bon, je ne peux pas citer, de partout. Il y a eu des gens de partout, Bondoukou, il y a eu des gens de toute la Côte d'Ivoire, les mamans sont venues vraiment, avec le bouche à oreille, les mamans sont venues. Et donc, nous avons fait la sensibilisation. Avant de parler de la sensibilisation, il y a eu combien d'enfants, à peu près, d'enfants malades? Ceux qui ont été listés pour être consultés, parce qu'on n'a pas compté ceux qui ne sont pas venus en consultation, ils étaient environ 150. 150. Ceux qui ont été listés vraiment, qui sont passés en consultation. Les autres qui n'étaient pas, qui étaient juste venus pour participer pour la sensibilisation, on ne les a pas... Bon, il y a eu des papiers pour essayer de prendre les noms des présents, mais on n'a pas encore dépouillé. Donc, ceux qui sont passés à la consultation, environ 150, il y a eu 9 interventions chirurgicales sur 7 enfants, parce qu'il y avait 2 des enfants qui avaient en même temps l'hydrocéphalie et le spina bifida. Donc, le premier jour, nous avons pris 3 enfants, parce que c'était le démarrage, on n'est pas parti très tôt. Et le deuxième jour, 4 enfants, mais 2 parmi eux avaient 2 pathologies. Et puis, voilà. Et puis, donc, il y a eu la consultation, j'en ai déjà parlé, il y a eu les interventions, il y a eu la sensibilisation et il y a eu les conférences. Au total, 7 conférences pour vraiment
décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur l'hydrocéphalie. Et les mamans, c'est vrai que la salle était petite, mais on avait une retransmission sur un écran géant. Donc, toutes les mamans, les papas qui étaient sous les bâches avec les enfants ont pu suivre en direct. Et le lendemain, nous avons fait une restitution en leur posant des questions sur ce qu'ils ont entendu. Et c'était vraiment super parce que les parents ont vraiment compris ce qu'on a fait. Et il y a eu même des témoignages sur le vécu personnel des mamans avec leurs enfants malades. Racontez-nous un peu ce vécu, les témoignages. Les témoignages, bon, c'est beaucoup difficile. Le mot qui revient, c'est que c'est difficile. Il y a le regard des autres, il y a parfois le rejet, puisque quand elles veulent que leurs enfants aillent, par exemple, à l'école, parce qu'il a été beaucoup question de l'insertion scolaire de ces enfants, c'est beaucoup difficile parce que c'est des enfants qui sont... Les autres enfants les voient différemment et des fois, soit ils ont peur, soit ils se moquent parce que les têtes sont des fois volumineuses. Des fois, ils sont sur des fauteuils roulants. Et quand ils ont des troubles sphinctériens, c'est-à-dire quand ils ne peuvent pas contrôler les urines et les selles, c'est vraiment difficile parce qu'il faut changer les couches constamment. Et à l'école, ça ne peut pas se faire. Et des fois, avec les odeurs, les autres enfants qui ne savent pas se moquent. Puisqu'il y a l'odeur des selles, par exemple. Bref, c'était un vécu difficile, mais elles avaient l'espoir, parce qu'elles disent avec la foi, en pensant à Dieu, avec les associations surtout, elles sont dans des groupes d'associations, ça se passe bien. Et puis celles qui viennent à Don Orion, vraiment l'accueil est chaleureux, c'est un centre religieux, donc elles ont plaisir à venir à Beaunois, parce qu'au-delà même de la rééducation, du côté technique, il y a cet accueil chaleureux, ces encouragements, ce côté psychologique là qui est pris en compte et donc avec tout ça, elles tiennent le coup et elles se sont encouragées entre elles à vraiment tenir le coup pour prendre en charge ces enfants et qui sont vraiment adorables. Elles ont montré la chaleur, les échanges qu'elles ont avec leurs enfants et ont incité celles pour qui c'est vraiment trop difficile de ne pas abandonner. C'était vraiment des échanges fructueux et très émouvants. D'accord. Et les enfants eux-mêmes? Les enfants eux-mêmes qui ont été interrogés lors justement des échanges, bon, ils n'ont pas dit grand-chose. Les enfants, ils jouaient plutôt. Quand on leur pose des questions, bon, ils disent, ils savent qu'ils sont malades et puis c'est tout. Ils n'ont pas vraiment, ils étaient plutôt intéressés par la musique, danser. On avait des jeux et tout ça. Donc, les enfants ne savent pas tellement. Ils savent qu'ils sont malades. Ils savent qu'on dit qu'ils ont hydrocéphalie. Ils savent quand même le nom de leur maladie. Oui. Mais bon, ce que ça renferme et tout, et il y a une maman qui disait que les enfants leur posaient des fois beaucoup de questions. Mais pourquoi je ne peux pas aller jouer, courir, sauter comme les autres enfants? Donc, elles sont obligées d'expliquer, non, c'est parce que tu es malade, c'est pour ça qu'on s'en va faire la rééducation pour qu'un jour tu puisses faire comme les autres enfants. Mais tu n'as pas besoin de courir, sauter. Même si tu es sur place, tu peux faire tes jeux. Voilà, tu as tes jouets, tu peux jouer. Tu vois que tu es intelligent, tu parles, tu peux aller à l'école et tout. Donc, il n'y a pas de soucis. On n'est pas obligé, tout le monde, d'être pareil. Ça arrive. Bon, elles essayent d'expliquer aux enfants parce que quand ils commencent à grandir, à partir de 6 ans, 7 ans, les questions commencent à se poser et des fois, elles sont démunies. Donc, elles ont salué justement cette initiative parce que maintenant, elles peuvent mieux expliquer aux enfants ce qui se passe. Et elles ont déploré le fait que même à l'hôpital, parce que c'est des enfants qui ont été déjà pris en charge à l'hôpital, mais même à l'hôpital, on ne leur a pas autant bien expliqué la chose. Donc, c'était vraiment le bienvenu et je pense qu'il va falloir rééditer ce genre de manifestation. D'accord. Vous, en dehors de l'experte de la question que vous êtes, vous avez aussi votre ONG, vous êtes président de l'ONG Espérance Hope. Alors, que fait concrètement Espérance Hope? Et présentez-nous aussi votre organisation. Oui, l'association Espérance Hope a été fondée justement pour répondre à ce que nous avons fait en 2 jours. Sensibilisation, aide parfois, parce que plusieurs fois nous avons aidé à la prise en charge, donc de façon financière,
accompagnement des mamans qui sont des fois perdues. Quand on leur annonce la nouvelle, elles ne savent pas trop quoi faire. On avait même une cellule au CHU de Yopougon qui aidait les mamans à faire les démarches, les bilans, on les accompagnait pour aller faire. Parce que quand elles arrivent, des fois de l'intérieur du pays, elles sont déboussolées. Oui. On leur dit, va à l'administration, va faire ta prise en charge, va payer ici, va faire ça. Elles sont vraiment perdues. Le circuit est... voilà. Donc, il y avait une cellule pour les accompagner dans ce sens. Mais bon, avec la fermeture du CHU, on espère qu'on va pouvoir continuer. Et donc, c'est un peu ça. Et nous faisons également de la sensibilisation. Il y a eu plusieurs journées de sensibilisation, indépendamment de la journée mondiale, notamment dans des formations sanitaires, dans des centres de prise en charge de ces enfants malades, notamment à BCD. Nous sommes allés à Boaké, à Yamsokro, à Abidjan, il y a eu Koumassi. Donc, c'est pratiquement la même chose que nous faisons, mais à échelle beaucoup plus réduite. D'accord. Ok. Chers auditeurs, dans quelques instants, on va marquer une pause parce que la première partie va s'achever. Si peut-être que le sujet est un peu complexe pour vous, vous écoutez mais vous ne savez pas quelles questions poser, ben, dans la deuxième partie, le téléphone sera toujours ouvert. Hein. Vous aurez l'occasion de mieux comprendre c'est quoi l'hydrocéphalie, c'est quoi le spina bifida. Le professeur se tient à votre disposition pour vous donner des éléments de réponse. Donc, 24 et 25 octobre du côté de Beaunois, conférences, sensibilisation, consultation gratuite, intervention chirurgicale étaient donc les principales activités. On va juste marquer une pause. Clémence Cole, toujours à la partie technique, Aïssata Koulibaly qui réalise cette émission. Le téléphone est toujours à votre disposition, chers auditeurs. Si vous voulez mieux comprendre ou bien vous avez tout compris, bon, c'est peut-être ça aussi. Hein? Donc, nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le sujet qui nous réunit, vous le connaissez déjà. On parle de journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida. C'était la journée, c'est le 25 octobre de chaque année. Alors, professeur, ici en Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années que cette célébration a lieu? Et dans le monde entier, ça fait combien d'années? Merci, Bintou. Dans le monde entier, c'est la 10e édition, parce que c'est depuis 2012 que cette journée est célébrée chaque année. Oui. Donc, c'est la 10e édition. Et d'ailleurs, le thème pour cette 10e édition, c'est « Élevez vos voix », élève ta voix, élevez vos voix, pour faire connaître ces deux maladies qui restent encore pas très bien connues, et notamment en ce qui concerne la prise en charge, les causes. Oui. Non seulement elle-même n'est pas bien connue, mais encore moins ces causes, la prévention, la prise en charge, tout ça c'est encore moins bien connu. Oui. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous sommes à la 4e édition. Depuis 2019, nous avons initié cette journée-là à l'occasion du congrès de la Société ivoirienne de neurochirurgie qui s'est tenu à Yamsokro. Donc nous avons, en marge de ce congrès qui tombait comme par hasard à la même date que cette journée, le congrès était le 23, 24, donc le 25, nous avons fait des manifestations pour cette journée-là. Toujours, c'était des conférences, des explications, de la sensibilisation. Nous avons eu ce jour-là des associations de femmes, d'élèves qui étaient venus écouter. L'année qui a suivi, en 2020, nous avons été invités à Beaunois. Oui. Nous avons fait commencer à Yamsokro. Il y a eu également des journées de sensibilisation. Je n'ai pas les dates, je crois que ça a été fait le 22 ou le 23 octobre. Et le 25 octobre, nous étions à Beaunois pour parler un peu de ces deux pathologies-là, puisque à Beaunois, ils organisaient cette journée également. Et à cette occasion, l'association Espérance Hop a fait des dons, des cadeaux, a donné des cadeaux à tous les enfants présents. Et fait de la sensibilisation au moment, parce que nous avons mis en place un kit qu'on a dénommé le kit d'hydrocéphalie, qui contient donc des prospectus d'explication
de ces deux maladies, un mètre ruban pour apprendre aux mamans comment mesurer le périmètre crânien. Le périmètre crânien, ça donne le tour, la mesure du tour de la tête en centimètres. D'accord. Et il y a une courbe, comme un peu la courbe de poids qu'on a dans les carnets. Oui. Et lorsque on coche, par exemple, chaque mois, si on prend le périmètre crânien, on coche. Et lorsque ça tend vers la partie supérieure de la courbe, ça veut dire qu'il faut commencer à s'inquiéter. Oui. Également, lorsqu'on descend vers le bas de la courbe, il faut s'inquiéter. Et donc, nous avons un peu expliqué ça aux mamans présentes et vraiment, elles ont bien compris. Je profite pour faire un plaidoyer. Il serait bien d'avoir cette courbe-là dans les carnets de santé des enfants pour que lorsqu'ils vont aux consultations de suivi, les pédiatres puissent noter cette courbe-là, puissent remplir donc cette courbe et déceler très rapidement les cas de suspicion d'hydrocéphalie. D'accord. Alors, professeur, vous avez dit que quand la courbe monte, il faut s'inquiéter. Quand ça descend aussi, il faut s'inquiéter. Oui. Vous allez nous donner les explications tout à l'heure. On a déjà 2 personnes qui attendent. Il y a d'abord Madame Kwaku qui appelle d'Abobo à Keikwa. Ensuite, Monsieur Kwame Georges de Katieno. On va prendre Madame Kwaku déjà. Allô? Oui, allô, bonjour Madame Bintou. Madame Kwaku, bonjour. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, merci pour cette initiative. Merci. En fait, j'ai ma petite nièce là, sur laquelle ils ont trouvé une suspicion de trisomie. D'accord. Nous sommes rendus au CHU de Treichville en cardiologie. Ils ont demandé de faire des examens. La dame a dit qu'on devait faire une opération. Maintenant, ils ont dit qu'à Beaunois, il y a une ONG qui sont chargés. Donc, on voudrait savoir, est-ce qu'avec la petite, on peut aller là-bas par rapport à l'opération, puisque c'est là-bas qu'ils nous ont conduits. D'accord. Donc, on voulait avoir de plus amples informations. Ok, d'accord. Vous restez à l'écoute. Le professeur Broalé va donner des éléments de réponse tout à l'heure. Ok, merci bien, madame. Et puis, bien de choses à la petite. Hein? Merci bien, madame. Je ne manquerai pas. Merci. Okay. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. D'accord. Professeur, on va répondre tout à l'heure, mais comme il y a M. Kwame qui est là, on va prendre aussi sa préoccupation. M. Kwame Georges, bonjour. Oui. Vous appelez bonjour, docteur. Voilà. Professeur, on vous dit bonjour. Bonjour, M. Kwame. Voilà. Bon, je crois que cette maladie est vraiment méconnue en Côte d'Ivoire ici. Parce que moi, j'ai vu des enfants qui avaient ces gens de trucs-là qui ne bougeaient pas, on les traitait des génies. Ça fait que vraiment, dans nos coutumes, là, ils ont fait des dégâts en tuant les enfants, là, vraiment. Donc, moi, ma préoccupation, moi, ce que je veux, c'est que la sensibilisation soit accrue. Et puis, soit décentralisée partout. Et ce matin, c'est ce que moi, je voulais apporter comme élément de soutien. Merci. Merci, M. Kwame Georges, pour votre contribution. Merci à vous. Et portez-vous bien. D'accord. Alors, professeur, allez-y. D'accord, merci aux auditeurs qui sont intervenus. Madame Kwaku, je vais répondre d'abord à Madame Kwaku. Madame Kwaku a parlé de trisomie 21. C'est une autre malformation qui va toucher les chromosomes même, c'est-à-dire la base même de l'essence même qui fait l'enfant. Oui. Les gènes qui vont venir des parents et qui vont malheureusement avoir un problème et donner cette maladie-là. Ce n'est pas l'hydrocéphalie, ce n'est pas non plus le spina bifida. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle dit qu'on dit qu'il faut opérer, mais elle n'a pas précisé qu'est-ce qu'on opère. Oui. Et puis ils sont allés d'abord en cardio. Oui. Donc je ne comprends pas bien son parcours. Il va falloir plus de précision pour pouvoir répondre. Lorsqu'on lui a dit d'aller, j'espère qu'elle est toujours en ligne, lorsqu'on lui a dit d'aller à Beaunois, c'était pour opérer quoi? Elle n'a pas donné plus de précision. Hein. Voilà, donc ça, parce que les trisomies 21, en général, on n'opère pas. On n'opère pas. C'est qu'il y a peut-être autre chose en plus qu'elle n'a pas précisé. Est-ce que l'enfant fait également une hydrocéphalie? Est-ce que l'enfant fait autre chose? Elle n'a pas précisé. La trisomie 21, ça donne c'est une malformation qui donne un faciès, donc un visage particulier et le corps même
particuliers à l'enfant, on les reconnaît. On parle de faciès trisomique, donc de visage trisomique, mais dire qu'on doit opérer, c'est qu'il y a peut-être une autre malformation en dessous. Donc si elle peut rappeler, c'est de préciser ce pourquoi on leur a dit d'aller à Beaunois. D'accord, ok. Et M. Kwame Georges a fait une belle contribution. Oui, c'est une des grandes batailles même de la Fédération internationale de l'hydrocéphalie et du spina bifida. C'est cette stigmatisation-là, cet tabou qui existe autour de la maladie. Et les noms même pour appeler ce genre de malades, ces enfants malades-là, fait appel justement à des génies, les noms locaux, fait appel à des génies, enfants génies, enfants serpents, parce qu'ils ont cette hypotonie-là, ils ne tiennent pas la tête, donc ils sont trop mous, et donc on parle d'enfants serpents. Et on a des histoires qui sont quand même malheureuses, qui sont terribles, mais on a des histoires qui existent, et ça continue d'exister. Ce qu'il a évoqué, c'est un réel problème, parce que ça continue d'exister. Une maman témoignait qu'elle a déposé son enfant au bord de la lagune parce qu'on lui a dit que l'enfant est génie et allait partir dans la lagune. Mais elle s'est cachée discrètement pour revenir le lendemain matin. Et quand elle a vu l'enfant, elle a récupéré son enfant. Elle dit donc tout ça, c'est des histoires. Et elle est venue à l'hôpital. Il y a une autre maman pareille. Elle dit qu'elle est allée au village. Elle a surpris des conversations des mamans, des vieilles dames du village qui disent que ce sont des enfants ce ne sont pas des enfants, ça c'est des génies, il faut les mettre dans la forêt. Et cette dame a fui dans la nuit. Donc on a des témoignages comme ça, donc ça veut dire que c'est une réalité. Et donc justement, il a parlé de la sensibilisation. Au cours de la sensibilisation à Beaunois, nous en avons parlé, ça a été évoqué. Et ces témoignages-là, c'est des mamans qui les ont faits. Et donc, c'est vraiment une réalité et il faut continuer à parler et lever la voix, comme on a dit, pour dire que ce sont des maladies qui ont des explications scientifiques et qu'il faut ramener les enfants à l'hôpital. Parce que ces enfants, lorsqu'ils sont pris en charge tôt, ils évoluent tout à fait normalement. Ils vont à l'école, on a des enfants. J'étais même heureuse de voir un enfant à Beaunois dernièrement qui a été opéré en 2010 et qui m'a dit qu'il était tout bébé et actuellement il est en 6e. Donc c'est quand ils sont opérés tôt, ça marche. Quand la malformation n'a pas trop endommagé le cerveau au départ, c'est des enfants qui évoluent normalement. On a eu des enfants opérés au tout début du service de neurochirurgie. Des mamans, par exemple, il y a une maman qui est revenue parce que lors de sa grossesse, puisque le drain, on le met dans l'abdomen, ça lui a créé une complication. C'est comme ça qu'elle est revenue. On s'est rendu compte qu'elle a été opérée bébé et qu'elle menait parfaitement sa vie jusqu'à ce que une grossesse vient déranger le matériel qu'on lui a mis dans le ventre. Bon, c'est le matériel qui a dérangé la grossesse ou bien c'est la grossesse qui a dérangé le matériel. Mais nous, ça nous a réconfortés parce qu'on a trouvé quelqu'un d'adulte qui avait été opéré, qui n'avait pas du tout eu de problème tout le long de sa vie et qui revenait parce qu'elle était enceinte. Dieu merci, ça a été réglé. Ok. Professeur, on a Mme Kouakou qui est revenue. Elle avait posé la question, peut-être que c'est plus de précision maintenant. On va la reprendre. Madame Kouakou? Oui, madame. Oui. Vraiment, merci. Je sais que ce n'est pas le vif du sujet. Merci de me permettre de m'exprimer aussi. Il n'y a pas de souci. En fait, comme nous sommes allés en cardiologie, ils ont fait une échographie du cœur. Ils ont dit qu'il y avait un problème. Parce que la petite a 1 an, elle ne marche pas encore. Elle n'a pas encore de dents. Elle n'arrive pas à s'asseoir normalement. Donc, on ne sait pas si c'est après l'opération du cœur qu'elle pourra reprendre sa mobilité. Bon, vraiment, en tout cas, on a beaucoup de questions qu'on reste encore encore satisfaits. Donc, ils ont demandé une opération du cœur au Burkina et ils ont dit qu'on devait se rendre à Beaunois pour l'opération. S'il y a une ONG là-bas, on ne sait pas, on n'a aucune information. C'est la semaine passée qu'on a reçu l'information. Donc, si le docteur peut nous situer un peu. C'est au niveau du cœur. Elle n'a pas de dents encore. Elle ne s'assoit pas normalement. Elle ne peut pas s'asseoir seule. On doit forcément l'attraper
et elle n'arrive pas à marcher encore. À 1 an, 2 mois. D'accord. Ok. Le professeur a plus de précision maintenant. Elle va se prononcer. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Kouakou. Bien, merci, Madame Kouakou. Effectivement, là, ça doit être dans le cas de ce que nous appelons un syndrome polymalformatif. C'est tellement que l'enfant a plusieurs malformations. Donc, il y a la trisomie 21 dont elle a parlé. Il y a certainement une malformation cardiaque. Et il y a peut-être une autre malformation, parce que ce n'est pas la malformation cardiaque qui fait qu'elle ne marche pas. Il y a probablement quelque chose d'autre qui n'est peut-être pas encore diagnostiqué. Et je pense que comme à Beaunois, on fait beaucoup de rééducation, certainement qu'on les a envoyés là-bas pour faire le point du problème de marcher et tout ça. Donc, il y a l'enfant est né avec plusieurs malformations il faut faire le diagnostic de chacune des malformations et pour pouvoir avoir une prise en charge globale. Je ne pense pas qu'à Beaunois, ce soit pour opérer le cœur, puisqu'elle a dit que c'est au Burkina. Je pense que ça doit être la chaîne de l'espoir qui opère également ces enfants-là en groupe. Qui est une ONG également qui se déplace, qui opère les enfants. Et donc, si hors antenne, on pourra peut-être lui donner un numéro pour que nous, à notre niveau, parce que quand l'enfant ne marche pas en général, ça peut nous toucher. Nous sommes neuro, donc c'est probablement neurologique. Et donc, on peut examiner l'enfant pour voir pourquoi l'enfant ne marche pas. Donc, il y a encore une autre malformation qui n'est pas encore diagnostiquée et qui n'a rien à voir avec les 2 premières, notamment la trisomie. Parce que les enfants trisomiques, lorsque c'est que la trisomie, en général, ils marchent. Maintenant, le problème cardiaque aussi, je pense que ça ne peut pas entraîner de paralysie et empêcher l'enfant de marcher. Donc, il faut qu'on puisse examiner cet enfant-là et puis comprendre avec certainement des examens pourquoi l'enfant ne marche pas. Donc, on pourra lui donner le numéro pour qu'elle puisse passer en consultation. Madame Kouakou, vous pouvez nous rappeler hors antenne. On va vous remettre en contact. OK? Merci beaucoup. Monsieur Amani Mathieu nous appelle de Yopougon, zone industrielle. Monsieur, bonjour. Bonjour, maman. Oui. Le professeur vous écoute. Je salue docteur Bouralé, que je connais bien. Monsieur Amani. Je voudrais poser une question par rapport à l'hydrocéphalie. Ok. Je voudrais savoir si la survenue, des choses de faussement insidieux, ça s'installe doucement ou ça vient de façon spontanée. Parce que j'ai ma fille qui a été victime de ça. Voilà. Quand elle a été hospitalisée au chute de Cocody, après les bilans, le médecin nous demandait est-ce qu'on n'avait pas eu quelque chose venir par rapport à son rendement scolaire et tout ça là. Mais en réalité, elle était vraiment très brillante. On n'a pas vu la chose venir. Et c'est aux dernières nouvelles qu'on a su qu'il y avait ce problème. Et donc, elle a été référée au chute de Cocody et chute de Yopougon. En ce moment, c'était pas fermé. Elle a été opérée 2 fois même. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle est décédée par la suite. Bon, vraiment, c'est resté vraiment un mauvais souvenir pour moi parce que on n'a pas vu la chose venir. Bon, donc, il voudrait savoir si la survenue, elle est de façon insidieuse ou bien bon, ça peut venir de façon spontanée. D'accord. Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé ce témoignage fort avec nous. Et prenez courage. Hein. C'est pas facile. Beaucoup, madame. D'accord. Alors, professeur. Oui. Voici le cas de notre frère Amani Mathieu. Merci Bintou. Merci monsieur Amani. Malheureusement, la note est triste. Est triste. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. L'installation de l'hydrocéphalie peut être multiple. L'hydrocéphalie survient même au cours de la grossesse. Pendant la grossesse, il peut y avoir un problème qui va entraîner une hydrocéphalie. En général, l'installation est progressive, en général. Mais il peut y avoir des cas où c'est un peu plus brutal. Tout dépend de la cause, parce qu'il y a plusieurs causes d'hydrocéphalie. Quand les enfants sont un peu plus grands, effectivement, des fois c'est difficile, parce que c'est des maux de tête. Des fois, on met ça sur le compte d'autres choses. Ça peut être une baisse de la vue. On envoie l'enfant à l'ophtalmo, on lui porte des lunettes, on ne pense pas à faire un scanner de la tête, par exemple, qui va montrer le diagnostic. Ça peut être une baisse du rendement scolaire, comme M. Amani a évoqué.
Donc, il y a plusieurs signes comme ça. Des fois, c'est des signes qui n'ont rien à voir. Ça peut être même des maux de ventre chez les enfants, surtout les petits-enfants, 6 ans jusqu'à 10 ans. Ça peut être simplement des douleurs abdominales. Donc, il y a plusieurs choses. Ça peut être une crise d'épilepsie. Il y a plusieurs façons de se manifester quand l'enfant a dépassé 2 ans, entre 2 ans et 13 ans en général. Quand ils sont plus petits, c'est la tête qui grossit. En général, ça se voit. Et les gens savent que se disent fontanelle, et puis après, on trouve que c'est une hydrocéphalie. Donc, Monsieur Amani, il y a plusieurs types d'installations. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser en vous disant que c'est parce que vous n'avez pas vu venir que peut-être les choses se sont aggravées et tout. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Les types d'installations de l'hydrocéphalie sont multiples. Et comme c'est une maladie qu'on ne connaît pas, surtout chez les grands, on pense que c'est seulement les tout petits enfants, alors que ça survient à tout âge. Même chez l'adulte, même chez le sujet âgé, il y a l'hydrocéphalie. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, ce n'est pas la peine de culpabiliser, d'avoir des remords et puis dire que c'est parce que vous avez mal fait que malheureusement l'enfant est décédé. Donc, c'est vraiment triste. C'est un enfant, on ne l'oublie jamais. Je pense qu'il faut continuer à prier pour elle, mais surtout vous, ne culpabilisez pas. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur Amani. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes en train de terminer notre émission du jour. Alors, les auditeurs, est-ce qu'on a un dernier intervenant? C'est bon? D'accord. OK. Avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, nous avons reçu le professeur Broilé pour les 2 premières émissions. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, avec le récap de Beaunois qui a été fait, également avec les échanges des populations. Il y a le monsieur Loidan qui avait appelé, et puis après, on n'a pas pu le prendre, de Danané, on le salue. Voilà. Mais tout à l'heure, on va laisser des contacts. Si vous avez des cas, des situations autour de vous, vous pourrez donc appeler ces numéros-là pour que des solutions soient trouvées. Ne cachez pas les enfants, surtout dans les maisons, à cause du regard des autres et tout ça, comme le professeur nous le disait. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on retient ce matin après les 2 premières émissions, après les activités marquant la journée mondiale et tout? Qu'est-ce que les populations de Côte d'Ivoire doivent retenir? Tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je vais juste dire qu'il faut retenir que l'hydrocéphalie et le spina bifida sont une réalité. Sont une réalité parce que nous-mêmes, nous étions étonnés de voir tous ces enfants malades retenus, plus de 200 enfants malades qui sont venus avec leurs parents. On ne pensait pas en voir autant, sans compter ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont appelé. Et donc, c'est de retenir que c'est une réalité et que ce sont des enfants qui vont être l'avenir de demain, la relève du pays. Donc, il faut que chacun, à son niveau, avec ce qu'il peut faire, puisse s'y intéresser et faciliter donc la prise en charge. Prise en charge qui va de la prévention, qui va du diagnostic. Donc, il faut pouvoir voir ces enfants et diagnostiquer les maladies. Le traitement, qui est des fois coûteux, parce que c'est une chirurgie, il faut du matériel. La prise en charge après, avec toute la rééducation, les centres manquent. C'est ce qu'on a pu retenir de ces journées-là. Il n'y a pas assez de centres de prise en charge. La rééducation, qu'elle soit motrice, donc des membres, la rééducation du langage, parce que souvent ils ont des retards pour parler, la rééducation pour uriner, pour faire les selles. On a eu l'honneur d'avoir un médecin rééducateur, Dr Kwaku, que je salue, qui nous a dit qu'il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau. On va le recevoir sur Radio Côte d'Ivoire bientôt. Parce que moi, j'étais aussi à Beaunois pour la célébration. J'ai pu échanger avec lui après sa conférence. On va le recevoir sur Radio Côte d'Ivoire pour justement nous parler de cette spécialité. Comme ça, les parents, parce que les parents disent, après l'opération, en général, on ne sait pas quoi faire. Et nous-mêmes, le personnel de santé, des fois, on ne sait pas à qui les référer. Nous avons également eu l'association des orthophonistes qui nous ont dit qu'ils sont là.
les psychomotriciens nous ont dit qu'ils sont là, peut-être pas en grand nombre, mais ils sont là. Et il faut donc, si chacun, à son niveau, notamment les décideurs, et toute personne morale peut intervenir, il faut qu'on mette en place les structures pour prendre en charge ces enfants. Je profite pour dire merci à tous ceux qui ont rendu possible ces journées. Et surtout, merci à vous. Vous êtes une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique, parce que vous êtes la première femme ici au niveau du CAMES, donc Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Vous êtes donc la première femme agrégée en anatomie et en neurochirurgie des sciences médicales complexes. Et vous êtes une véritable fierté, professeur Broalé. Merci. Félicitations. La Côte d'Ivoire est à l'honneur, toute l'Afrique. Et après vous, longtemps après vous, c'est une Sénégalaise qui est venue en deuxième position. Voilà. Donc, c'est une véritable fierté pour nous. Merci infiniment, professeur, d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes revenu de Yamoussoukro, rien que pour l'émission d'aujourd'hui. Oui. Et je repars demain. Merci infiniment. Merci à Radio Côte d'Ivoire. OK. Le bulletin d'information vous sera présenté dans quelques instants seulement par Asta Sidibé Traoré, qui est déjà avec nous, Madame Ti. Et puis, merci à toi, Clémence Cole. Aïssata, merci beaucoup. Bintou Sanogo était au micro. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.